tous. Merci beaucoup de venir à cette conférence. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une méthodologie d'ingénierie de formation certifiée AFNOR. On va vous présenter une plateforme assez unique qu'on a lancée avec mon associé Mathieu qui est à mes côtés. Et on va vous expliquer comment fonctionne et qu'est-ce qui est innovant, très novateur dans cette solution. Donc je suis Alexandre Lecht, cofondateur et président de cette société EdTech. Et comme le disait Philippe, je suis aussi le fondateur et président d'EduFactory, qui était un petit peu à l'origine de cette société. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire un gros focus sur EdTech. Et je suis avec Mathieu. Mathieu Massé, donc du coup directeur produit et technique de la solution. C'est moi qui répondrai à toutes vos attentes en sortie juste après. Si vous avez des attentes, des besoins, tout ça, je serai là. Merci Mathieu. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'EdTech, ça sort un petit peu quand même de ce qu'on a, enfin beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est premièrement un méta-outil de conception. On va vous expliquer ce qu'on entend par méta. On ne parle pas du tout de métaverse ici. On parle d'un outil global qui fait une conception globale sur l'ingénierie de tous les parcours de formation. Donc c'est un outil qui est vraiment dédié à ça. On va voir comment il fonctionne. C'est également la première marketplace de freelance du secteur de la EdTech. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en capacité d'aller trouver les meilleurs talents, sourcer, vérifier, valider, pour pouvoir produire vos formations. Donc, EdTech aujourd'hui, c'est ça, c'est la combinaison de soit un outil de conception, soit une marketplace, soit les deux. Tout ça se retrouve directement dans notre solution et c'est quelque chose qu'on a créé après 2 ans de recherche et développement. Là, on a embarqué énormément en fait, d'acteurs du secteur. Donc, on avait commencé justement à avoir cette idée à l'époque avec EduFactory et on a embarqué énormément d'acteurs, des grands comptes, des PME, des grands organismes de formation et des plus petits, des établissements publics et beaucoup de freelance pour créer une solution qui répond à une problématique globale, c'est-à-dire créer de la cohérence sur la conception pédagogique. Et en plus de ça, bien évidemment, identifier des talents. Ce qu'on avait réellement vu depuis le début, c'est qu'il y a une démultiplication des outils aujourd'hui sur le marché de la formation, qui sont tous aussi bien les uns que les autres, chacun avec parfois des briques de conception, mais uniquement liées à leur outil. Et donc, il y avait beaucoup de difficultés à créer une cohérence globale pour pouvoir avoir une vision long terme sur la conception des formations. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. On va vous parler majoritairement de l'outil aujourd'hui. On présentera aussi un peu la marketplace pour que vous ayez une vision globale. Mais aujourd'hui, voilà, on parle majoritairement de l'outil. Mathieu, c'est ton bébé, c'est toi qui as créé ça. Alors, l'outil de conception, on est venu standardiser. On est venu standardiser en fait le processus de conception d'une ressource pédagogique. Parce que on sait dans la vraie vie, on n'a pas forcément un outil de diffusion, on n'a pas juste un LMS parce qu'on peut aussi avoir de l'application mobile, on peut avoir des ressources qui sont des fiches qui sont envoyées aux commerciaux qui sont sur la route sans arrêt, on peut avoir beaucoup de moyens de diffusion, beaucoup de moyens de production, avoir différents outils auteurs. C'est pas parce que je vais avoir un storyline que je vais tout faire sous storyline. Si j'ai du vidéo learning, je vais devoir faire du montage vidéo. On a beaucoup d'outils et donc on a décidé de centraliser tout ça pour que la conception, le cadrage pédagogique, le cadrage technique soit fait en amont, qu'il y ait une réponse pédagogique liée aux besoins et liée au budget, au délai. Et ensuite, une fois que tout ça est structuré, de pouvoir formuler une réponse par la production sur outil auteur et la diffusion sur le LMS. Voilà, donc c'est une volonté de cohérence et également une volonté d'automatisation et de bonne prise de décision. C'est-à-dire que ce qu'on a vu pendant ces 2 ans de bêta-test, c'est qu'il y a tellement d'outils et tellement d'éléments à garder en tête quand on doit prendre une décision pédagogique. Ça revient un petit peu aujourd'hui à naviguer d'un point à un point sans utiliser un GPS en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prendre en considération quel est le véhicule qu'on doit utiliser, si on doit faire des arrêts, est-ce qu'on veut le trajet le plus court ou le trajet le plus économique, etc. etc. Donc en réalité, quand on conçoit des formations multimodales, dans le temps, il faut prendre en compte tellement d'éléments et en plus avec tellement d'outils qu'il fallait créer de la cohérence et être en capacité de créer de l'automatisation et de l'aide à la prise de décision. Bien évidemment, c'est ce qui permet de garder le rôle de l'ingénieur pédagogique là où il est le plus important et pas dans calculer des plannings ou estimer des charges de travail. Ça peut être automatisé et bien plus encore, c'est ce qu'on va voir. Donc, notre positionnement est assez particulier également et assez novateur. Nous, en réalité, on a repris l'intégralité de ce qu'utilisent les responsables formation. Donc, vous voyez les 5 étapes ici qu'ils vont utiliser dans leur quotidien.
et on va se positionner au-dessus pour créer de la cohérence. Donc premièrement, on va se connecter à tous les outils de conception. Et là, dans les bêta-tests, c'est ce qu'on a identifié, c'est-à-dire on va avoir soit la suite Office, c'est la vaste majorité de nos clients aujourd'hui, et enfin avant qu'ils connaissent cette tech, c'est-à-dire ils faisaient de la conception sur Excel, sur PowerPoint, sur Word, sur la suite Google et sur plein d'autres éléments de productivité pour faire de la gestion de projet. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Microsoft Startup Programme, on a intégré la même chose avec Google et on a connecté Zapier qui nous permet d'avoir l'intégralité de tous ces outils disponibles sur la plateforme pour ne pas changer les habitudes des ingénieurs pédagogiques, mais utiliser le travail actuel pour accélérer, booster l'ingénierie et la conception. Ensuite, on va paramétrer l'espace de travail. Ça, c'est très important en fonction des outils, des LMS et tout ce qui est à disposition des utilisateurs pour faire en sorte qu'encore une fois, on ne casse pas des habitudes, mais on les améliore. Et donc, on va pouvoir savoir quels outils auteurs sont utilisés par nos clients. Donc, en disant, par exemple, j'ai LMS A ou LMS B ou parfois les deux et j'ai tant d'outils auteurs à disposition pour ne pas en citer. Nous, on va le paramétrer et on va faire en sorte de dire, on sait que cet outil fonctionne comme ça, voilà le séquencement que vous avez habituellement, donc on va vous créer des templates et vous mettre en position de créer vos propres modèles en fait, de livrables, de projets, de parcours, comme on va le voir. Donc ça, c'est l'idée de la connexion avec les outils auteurs, bien évidemment, et également la phase la plus importante, qui est la phase de diffusion, bien évidemment. On va également faire une cartographie des learning objects, donc des ressources pédagogiques à votre disposition pour pouvoir toujours mieux concevoir. Si vous devez réutiliser un projet qui a déjà été fait, une vidéo qui est utile mais qui a juste besoin d'une petite mise à jour. Donc on fait une cartographie de l'intégralité des learning objects que vous avez, donc des ressources pédagogiques, pour que vous puissiez mieux produire et réutiliser et mutualiser. Et pour finir, on se connecte donc évidemment à notre marketplace pour vous proposer d'externaliser, si vous le souhaitez, c'est optionnel, tout ou partie d'un projet avec soit un ou des équipes de freelance de manière ponctuelle ou permanente pour pouvoir répondre à vos besoins. L'objectif étant de se dire, on voulait donner avec EdTech les mêmes moyens à n'importe quelle typologie de clients sur le marché. Donc dire un petit organisme de formation qui n'a pas un département composé de 50 personnes peut avoir en quelques clics les mêmes recommandations pédagogiques de modalités et accès à des experts de réalité augmentée si on le souhaite du jour au lendemain pour pouvoir l'accompagner sur des projets complexes ou plus riches, on va dire, sur les modalités. Ça, c'est un point très important, je pense que je vais te laisser en parler. Du coup, tout ce que vient de dire Alexandre, c'est tout ce à quoi on se connecte, tout ça. Mais si on doit résumer en 5 points, la grande force de la plateforme, c'est d'apporter une assistance pédagogique. C'est un accompagnement avec des recommandations sur quel type de modalité utiliser compte tenu du cahier des charges, compte tenu de votre population d'apprenants. La conception pédagogique à proprement parler avec une standardisation. On ne va pas venir dans le détail, mais on remplit aussi les trous du marché. Lorsqu'on ne trouve pas un outil qui nous semble pertinent, on le crée. Par contre, on ne réinvente pas la roue. S'il y en a qui sont existants, on s'y connecte. Typiquement, dans la partie conception pédagogique, il y a un outil qui manquait pour la formation. C'était un outil standardisé de storyboard qui soit totalement agnostique du LMS ou de l'outil auteur. Ce n'est pas parce que je vais faire mon montage sur un outil auteur qui sera scormé ou parce que je vais faire un vidéo learning que je dois utiliser 2 outils de storyboard différents. Le storyboard reste le même, c'est ma conception. Donc la conception pédagogique avec des outils qui sont standardisés et qui sont totalement agnostiques, donc totalement indépendants finalement de la modalité finale et des outils sur lesquels ce sera monté. Ensuite, il y a la gestion des ressources d'apprentissage, donc de l'intégralité de votre catalogue, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir faire un recyclage de l'existant. Réutiliser un module pour l'insérer dans un nouveau parcours. J'ai une nouvelle commande d'un commanditaire, je vais réutiliser un module existant qui remplit les objectifs demandés à l'intérieur de mon parcours plutôt que de tout recréer. On se connecte également à vos ressources externes. Vous avez un abonnement LinkedIn Academy, Coursera ou autre, c'est pareil, vous pouvez importer ces données, elles font partie de votre catalogue même si ce n'est pas vous qui les avez produites. Ensuite, il y a le pilotage de production avec la gestion de projet. Et enfin, la génération de KPI, c'est l'une des briques les plus importantes. L'idée, c'est de boucler la boucle. Vous faites des choix pédagogiques, des réponses pédagogiques compte tenu d'un cahier des charges, de délai, de budget et d'objectifs fixés par le commanditaire. Vous faites tout plein de choix, vous produisez. À la fin, vous avez un taux de succès de vos apprenants. Et l'idée, c'est de mettre en corrélation le taux de succès vis-à-vis des choix pédagogiques qui ont été faits.
Et comme ça, on est capable de boucler la boucle et de faire du re-engineering, de savoir pourquoi est-ce qu'on a un taux de succès de 60% sur tel module, alors qu'on en a un de 80% sur un autre. On avait fait tel choix, mais c'est justifié par des questions de délai ou de coût. Alors, rapidement, sur la partie marketplace qui n'est pas le focus aujourd'hui, nous, en réalité, ce qu'on a souhaité faire, c'est représenter au mieux le marché de la tech actuellement et donc identifier non seulement une communauté de talents, aujourd'hui on en a 3000 sur la plateforme, mais surtout les compétences en réalité qui sont nécessaires. Pour l'instant, on en a identifié 80 pour répondre à toutes les problématiques des projets de formation auxquels on a pu faire face et auxquels nos clients nous ont challengés. Donc on a les plus évidentes qui sont des formateurs présentiels, des ingénieurs pédagogiques, ça semble assez évident, mais ceux qui sont un peu plus cachés mais tout aussi stratégiques comme du community management, de l'administration LMS, de la traduction, de la sonorisation, du graphisme bien évidemment, qui créent la richesse de notre secteur. Donc là l'idée c'est d'avoir à disposition des profils qui vont être alors non seulement préqualifiés, parce qu'on va leur mettre des tests de compétences dès le départ, donc ils vont déclarer des compétences que l'on va tester. Les profils peuvent avoir plusieurs compétences en même temps, ce qui est assez important. On peut avoir un ingénieur pédagogique qui est bon en graphisme ou qui est expert métier d'un sujet. Donc on va travailler aussi là-dessus. Et derrière, on va les qualifier une fois qu'ils ont validé leur test de compétences au téléphone, donc réellement manuellement, pour s'assurer que la personne ait le bon profil pour qu'on puisse le proposer sur des missions. Et ce qu'on fait derrière, c'est que sous 72 heures, d'ailleurs les données nous donnent une moyenne de 52 heures pour le moment, on va proposer 3 profils en fonction de la mission que vous avez souhaité externaliser, que ce soit une mission en régie ou au forfait, directement sur la plateforme. L'intérêt en fait de faire ce découpage entre vous pouvez accéder soit au logiciel, soit à la marketplace, vient aussi des bêta-tests qu'on a fait et des besoins de nos utilisateurs. Ce que vous voyez sur ce slide, c'est différents personas, donc différentes typologies d'entreprises avec lesquelles on travaille, et à gauche et à droite, vous avez 2 cas clients. Et on s'est rendu compte, avec nos bêta-tests, que sur un même typologie de clients, comme par exemple un grand compte, on peut avoir des clients qui souhaitent uniquement utiliser l'outil de conception et quasiment pas externaliser parce qu'ils ont des gros départements et que la politique ou la culture de l'entreprise, c'est d'internaliser la production. Et un client quasiment équivalent qui va décider d'externaliser beaucoup plus et d'avoir de la chefferie de projet, d'avoir de l'accompagnement. Et on a vu ça un peu partout. On a vu ça dans les agences spécialisées, on a vu ça dans les petits, les gros organismes de formation, et on a vu ça évidemment dans l'administration publique avec laquelle on travaille, puisqu'on a été sélectionné également par la centrale d'achat de l'État. On en arrive à la certification AFNOR. C'était pour nous, en réalité, au départ, une réelle volonté de créer une méthodologie très puissante, reconnue, mais on n'avait pas connaissance au départ que l'AFNOR avait créé une certification spécifique sur l'ingénierie, la méthodologie de formation digitale. Ça, c'était vraiment très très important pour nous. Quand on l'a découvert, on s'est rapproché des gens de l'AFNOR et on les remercie de leur accompagnement. Et on a travaillé avec eux main dans la main pour nous assurer, voir si la solution était adéquate pour recevoir cette certification. Au passage, on remercie My Serious Game qui est à l'origine du travail de cette certification il y a 2 ans. Et donc on a travaillé, nous, pour récupérer la capacité d'avoir l'intégralité de notre entreprise qui récupère cette certification et donc faire en sorte que, et Mathieu tu vas en parler juste après, tous les éléments qu'on vous a présentés sur la conception soient certifiés. Donc c'est un gage de qualité qu'on vous présente juste là. Alors en fait, cette certification, c'est une certification d'organisation, de structure et d'organisation de l'entreprise. Mais chez EdTech, on a fait un choix, c'est de dire le maximum de critères de cette certification, on va les mettre dans l'outil. On va rendre ces étapes qualité indispensables dans l'outil. L'idée, c'est que ça ne repose pas juste sur un process interne, mais également que l'outil fournisse le process. Ça nous permet d'avoir la certification et ça permet à l'intégralité des clients qui utilisent la plateforme d'avoir un processus qui est structuré, gage de qualité. Donc ça, c'est vraiment très important parce que pour tous les acteurs du secteur de la formation, ça permet d'avoir des étapes structurées sur les étapes de contrôle, outils de conception, assistance pédagogique. Je ne vais pas tous vous les lister, ils sont là. Mais tout ça, c'est dans le process sur la plateforme et c'est utilisable par tous les clients. Donc l'objectif, évidemment, c'est de garder de l'intervention humaine, bien évidemment, mais d'automatiser un maximum de choses qui peuvent être automatisées et donc vérifiées, parce que mise dans le dur, dans le code. Donc ça a été quelque chose qui était extrêmement important pour nous, et c'était un des gros sujets, justement, de cette certification.
Cette certification, elle apporte pas uniquement un gage de qualité sur l'ingénierie, elle apporte également un gage de connaissance sur les modalités pour nous. En réalité, pour être en capacité de faire des recommandations pédagogiques, il faut maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur, donc toutes les modalités qui sont proposées sur notre outil de conception, du présentiel jusqu'à la réalité augmentée, en passant par tout ce que vous connaissez, e-learning, serious game, applications mobiles, etc., etc. Donc pour nous, c'est extrêmement important de maîtriser cette partie-là de la chaîne, qui est donc un gros gage de qualité pour nos clients. Un point qui est très important également, c'est que cette certification va plus loin que la certification Calliope, qui est aujourd'hui devenue quasiment un standard pour les organismes de formation. Le référentiel RNQ, donc référentiel national de qualité, on va beaucoup plus loin avec ce référentiel-là, avec cette certification AFAC, c'est son nom, puisqu'on va traiter beaucoup plus de points. On pourra rentrer dans le détail, là après ça va devenir technique sur les traitements du référentiel, mais c'est tout l'intérêt. On voulait un petit peu porter le message de la filière et dire on peut aller plus loin, il y a encore plus de choses qui peuvent être certifiées qualité, et donc non seulement rassurer les utilisateurs d'EdTech, mais rassurer aussi les utilisateurs finaux qui sont les catégories que vous avez vues juste avant, donc des grands groupes, des petits groupes, etc., qui donc peuvent utiliser cette certification au quotidien lorsqu'ils créent de la formation, peu importe la typologie de formation. Maintenant, c'est l'étape, on va vous montrer rapidement comment ça se passe sur la plateforme. On ne va pas faire tout le processus de création, mais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on va retrouver sur la plateforme comme étape clé et toutes les informations du cadrage pédagogique, du cadrage technique d'un projet. Ouais. Comment tu le changes, le partage ? Donc là, je suis sur un projet de création de parcours. On passe les détails de comment est-ce qu'on crée un projet. Là, vous pouvez passer au stand où on vous fera une démo de A à Z, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de voir à quoi ça ressemble. Oui, voilà, juste attends, pardon, excuse-moi avant que tu te lances dans la démo. Évidemment, il y a énormément de fonctionnalités sur la plateforme. Donc à la fin de la présentation, on va vous mettre un QR code, soit pour prendre rendez-vous avec nous, pour avoir une démonstration personnalisée en dehors du salon, soit on va vous donner rendez-vous évidemment sur le stand pour rentrer plus en détail sur les fonctionnalités. Mais on pourrait normalement une démonstration dure entre une demi-heure et 2 heures juste sur l'outil. Donc on va aller assez vite sur les fonctionnalités de conception. Exactement. Donc là, l'idée, c'est que je suis sur un projet de création de parcours. Ce parcours, c'est une sensibilisation à la RGPD. On l'a tous vu, dans toutes les grandes entreprises, ça a été une obligation légale. Pour ce projet, je retrouve des étapes avec la description de mon projet, la planification, date de début, date de fin, et finalement un cahier des charges, qui est le cahier des charges de mon commanditaire. Lorsque je fais finalement le point avec mon commanditaire au démarrage du projet, c'est la durée de formation attendue, les objectifs de la formation, voilà, avec les mots de mon commanditaire. On n'est pas encore dans la réponse pédagogique. Le public concerné, les langues, le type de dispositif. Est-ce qu'on va être sur du digital présentiel, du présentiel augmenté? Et on retrouve ici tout le cahier des charges ensuite, plus pédagogique, avec le contexte, les objectifs stratégiques pour l'entreprise ou pour le département. Donc tout ça, ça vient apporter finalement un cahier des charges à remplir. Il est totalement optionnel. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut se dire, c'est qu'un chef de projet, lorsqu'il est en réunion avec un commanditaire pour cadrer son projet, il ne faut pas qu'il ait besoin de se rappeler qu'il a une question à poser. Là, ici, la question, elle se présente à lui. Ensuite, il fait le choix de dire « j'y réponds » ou « j'y réponds pas ». Là, l'avantage, c'est qu'il y a tous les éléments du cahier des charges. Je vais y répondre. Et au fur et à mesure des réponses, je vais avoir des recommandations qui vont m'être faites par la plateforme sur les modalités les plus appropriées compte tenu du cahier des charges qui a été saisi. On retrouve un classement. Vous pouvez faire vos propres choix et ne pas respecter ce classement, mais il y a des recommandations. On retrouve également un petit message qui explique pourquoi est-ce qu'on exclut telle modalité. Ensuite, je vais retrouver un prévisionnel. On retrouve ici un prévisionnel en termes de budget, en termes de charge de travail et de délai en jours calendaires pour réaliser finalement ce projet complet, basé sur les choix que j'ai pu faire en termes de modules. Qu'est-ce qu'il y a à construire? Qu'est-ce qu'il y a à mettre à jour? Ce sont des ressources que je peux avoir simplement à mettre à jour. Et là-dessus, on retrouve toute une information de prévisionnel. On passe sur la gestion des alertes, c'est de la gestion de projet classique. Mais j'ai un onglet parcours où je vais du coup
ici avoir la définition du parcours final. Donc ici, c'est finalement la réponse pédagogique que je vais formuler, que je vais proposer à mon commanditaire en réponse au cahier des charges qu'on aura saisi ensemble en amont. Comme on vous avait dit en préambule, ici vous voyez un des exemples d'intégration, qui est notre première intégration avec RiseUp. L'idée en réalité, comme on vous le disait, c'est de paramétrer la plateforme. Donc là on est sur un espace démo en fonction des outils que vous utilisez. Donc c'est ce qu'on utilise pour cette démo-là. Donc lorsque je formule la réponse pédagogique pour mon commanditaire, je vais pouvoir répondre en termes de cadrage pédagogique avec des objectifs qui vont être vraiment des objectifs de formation. Ici, on propose la taxonomie de Bloom, elle est totalement paramétrable, vous pouvez mettre votre propre taxonomie. On va avoir des contrôles sur tout ça, on va pouvoir saisir les thématiques abordées et reprendre un petit peu toutes les informations du cahier des charges pour formuler cette réponse pédagogique. Une fois que j'ai formulé cette première étape, je vais pouvoir définir la structure du parcours. Pour mon commanditaire, je vais lui dire, je te propose de faire 4 modules. Un premier module qui est de type apprentissage en classe virtuelle de 25 minutes, suivi d'un module d'apprentissage en e-learning sur mesure de 10 minutes, et ainsi de suite. Et pour chacun de ces modules, de la même façon, je vais décrire ce qu'il y aura dedans, la finalité, le type de module, les objectifs pédagogiques de chacun de ces modules, et à partir de ce moment-là, quand j'ai le tampon de mon commanditaire, je peux démarrer la production spécifique de chacun de ces modules et ensuite le découpage des modules en séquence en fonction des types de modalités. Donc ici on a toutes les étapes finalement de conception, de traçabilité pour un parcours, pour un module ou pour des séquences. Ce qui est intéressant, c'est que je retrouve ici, si toutefois dans mon parcours, au moment de la réponse pédagogique, je regarde, je peux voir dans mon catalogue ce que j'ai déjà d'existant pour ne pas avoir à reproduire. Je peux proposer, comme je le disais en tout début de présentation, je peux réutiliser quelque chose d'existant. Ici, on a un parcours de sensibilisation à la RGPD. Demain, j'ai un autre commanditaire qui est le top management du groupe qui me dit il faut qu'on fasse une formation devenir cadre supérieur au sein du groupe. Il faut qu'il y ait une petite brique de sensibilisation à la RGPD, il faut qu'il y ait le management bienveillant, etc. En ce qui concerne la RGPD, j'ai déjà des modules existants, donc je vais pouvoir les incorporer dans mon parcours. Donc là également, dans la réponse pédagogique, je pourrais dire, en termes de budget, il n'y a que 2 modules à créer et il y en a 4 autres qui sont un recyclage d'existants. On va passer peut-être, je pense, assez rapidement sur la partie planification et pilotage pour voir comment ça s'ordonne sur un projet, sur l'exemple de la RGPD par exemple, puisqu'il nous reste 2 minutes avant les questions. On retrouve un onglet planification, donc là c'est pour la partie gestion de projet, où on va pouvoir faire la traçabilité, on va avoir des sous-projets avec des livrables. On utilise le système du RACI pour l'assignation des membres, ce qui fait que vous pouvez, sur un grand projet de parcours, avoir des chefs de projet par module à produire, ce qui fait que l'accès reste limité au périmètre de chacun des membres. De la même façon, tout ici, on va se retrouver avec un onglet pilotage qui va nous permettre d'avoir une visualisation en Gantt. On a Gantt, Kanban, tous les outils de gestion de projet au final, qui ici est généré automatiquement, et tout ça basé sur l'ajout de modèles de projet. C'est-à-dire que ici, sur votre espace, vous allez pouvoir créer des modèles qui vous sont spécifiques en disant, dans notre entreprise, pour créer un e-learning, voici les livrables intermédiaires, voici le temps nécessaire pour faire l'ingénierie pédagogique, voici le temps nécessaire pour faire le montage sur outil auteur, et ensuite, pour chaque nouveau projet, vous aurez simplement à importer ce modèle et tout le Gantt va être calculé sur vos modèles et vos pratiques. Voilà, c'est issu du quotidien de nos utilisateurs, que ce soit à l'époque où on bêta-testait jusqu'à maintenant, évidemment, tous les utilisateurs qu'on a au quotidien. L'idée étant de se dire, dans le quotidien, il y a aussi énormément de contraintes à lever. C'est-à-dire, si je dois déplacer une deadline, quelle est l'incidence pour l'intégralité du projet, pour toutes les personnes impliquées? Est-ce que ça va changer mon budget? Est-ce que je suis toujours en mesure de le faire? Ou est-ce que si on me demande quelque chose, il est sérialisable avec le temps que j'ai, le budget que j'ai? Donc, c'est une capacité de faire des simulations avant même de commencer un projet et de se lancer dans quelque chose qui est impossible ou qui va être compliqué ou qui va soulever des freins sur lesquels on va galérer, on va se dire clairement les choses. Et donc, ça permet non seulement d'avoir cette visibilité-là, mais d'aller un cran plus loin, puisqu'on a l'accès à la marketplace directement dessus. Donc, être en capacité de dire, là, j'ai un blocage, clairement. Mais par contre, si j'externalise cette partie-là et cette partie-là, on rentre dans les clous, en termes de timing, en termes de budget, en termes de charge de travail, etc. etc. Voilà.
On arrive à la fin de cette démonstration et de cette conférence. On vous invite avant qu'on réponde aux questions ou pendant qu'on répond aux questions, à scanner le QR code si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour une démonstration personnalisée, répondre à vos questions, autres questions, bien évidemment, donc juste là. Sinon, rendez-vous aussi sur le stand en H50 et on est prêt pour tes questions, Philippe. Merci pour le micro. Je vous rappelle que pour nous poser vos questions, le plus simple, c'est de vous connecter sur wooclap.com/LTF22. Ça nous permet de recueillir les questions sur l'écran. J'en ai une déjà de la salle, mais avant ça, moi, je peux faire ce que je veux, c'est moi qui dirige. J'en ai une qui me brûle les lèvres. Où est-ce qu'on gagne le plus avec une solution comme EdTech? Du temps, de l'assurance qualité, du budget, de la satisfaction de l'ensemble des acteurs? Qu'est-ce que sont les bénéfices majeurs? Moi, je peux y répondre. Clairement, on y gagne du temps et moins de frustration. Parce qu'un ingénieur pédagogique qui doit faire de la gestion de projet, un concepteur pédagogique qui doit faire de la gestion de projet, mettre à jour des Gantt, mettre à jour de la planification, il n'y a rien de pire. Je suis embauché en tant que concepteur et pas chef de projet. Donc il y a ce temps-là et la frustration. Et il y a également de l'argent, comme je l'ai dit, on peut recycler des modules, avoir finalement son propre moteur de recherche avec toutes ses ressources centralisées. Ça me permet de pouvoir réutiliser des ressources et ne pas dépenser énormément d'argent toujours en reproduisant. Pour reprendre l'exemple du navigateur, en réalité, c'est comme si aujourd'hui on vous enlevait Waze ou n'importe quel logiciel que vous utilisez. Qu'est-ce que vous allez perdre? Du temps, de l'argent, de la visibilité, du stress, etc. Ben là, c'est un outil de pilotage complet qu'on donne. Et en plus, on l'espère, avec la certification AFNOR, on ajoute de la crédibilité également à ce qu'on fait. Ok. Alors j'ai une petite question WooClap. Je vous le rappelle, wooclap.com/LTF22. Finalement, votre outil permet de relier tous les outils, c'est ça? Alors oui, et il y a un positionnement qui est très important, c'est qu'on n'est surtout pas un comparateur d'outils, sinon on se froisserait avec tous les outils, donc c'est pas notre positionnement du tout, mais on va se connecter à un maximum d'outils. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de connexion, parce qu'on n'a pas encore développé sous forme API la connexion avec l'outil en question, on aura un lien URL, ça sera quand même disponible sur la plateforme, mais l'expérience utilisateur sera un petit peu moindre. Donc aujourd'hui, on se connecte à plein d'outils, et on va s'y connecter encore plus, on va aller de plus en plus vite. On a même développé un moteur d'intégration à outils pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est l'objectif, mais on n'est surtout pas comparateur, on est connecteur et on le paramètre au tout début. Voilà. Est-ce qu'il y a des options multilingues? Des options, pardon? Multilingues. Alors oui, l'application ou les ressources, on va répondre aux deux. Pour tout ce qui est traduction des ressources d'apprentissage, il y a une liste de traductions, donc on définit une ressource avec sa langue de conception et puis ensuite les traductions possibles. Pour l'application en tant que telle, actuellement elle est en français et en anglais, et ensuite on applique des traductions en fonction de nouveaux clients et de nouveaux besoins. Une traduction, ça reste une traduction, c'est comme pour un module de formation, on fait appel à un traducteur qui va nous faire toute la traduction et ensuite on monte. C'est la même chose pour du développement. Et j'ai une dernière question. Est-ce que ça a du sens d'utiliser votre solution même si on n'utilise pas beaucoup d'outils? Alors bien sûr, au contraire, et c'est là où on a développé la solution, autant pour des petits organismes de formation qui ont peu d'outils, que des petits organismes qui ont beaucoup d'outils. Nous, on va complètement s'adapter et paramétrer la solution. Là où ça n'aurait pas de sens d'utiliser peut-être la solution de conception, c'est si on fait peu de formation, et dans ce cas-là, l'automatisation a moins de sens, même si on gagne quand même du temps, des recommandations, de l'aide à la prise de décision, mais il y a moins cette notion de volumétrie. Mais on a toujours, et c'est souvent le cas avec les petits établissements, l'accès à la marketplace qui aide énormément. Merci. Merci à vous d'avoir joué le jeu d'utiliser WooClap pour les questions. Ça nous simplifie grandement le travail et ça rend les choses plus fluides. Merci Alexandre pour cette présentation de EdTech. On a compris qu'il fallait vous rendre visite. On n'a pas parlé du sujet qui fâche, de combien ça coûte, tout ça, mais je pense que on peut y venir. Vous traiterez ça en tête-à-tête. On va faire ça en tête-à-tête directement. Ce qu'on a voulu faire, pour être très rapide sur la partie prix, c'est être complètement accessible. C'est-à-dire qu'on commence à 30 € par mois l'accès à la plateforme. Donc on est vraiment pour des petits organismes un coût qui est dérisoire. On voulait absolument avoir une plateforme qui donne la même force de frappe à une toute petite entreprise et à un grand groupe. Exactement. Donc ça commence à partir de 30 €. Merci messieurs. Merci d'avoir respecté le timing. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Très bon salon.